Bienvenue au podcast Raviver le désir sexuel. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute. La thématique du podcast d'aujourd'hui va être avoir raison ou passer une belle soirée avec son partenaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous écrire à info@lesexologue.ca pour vos commentaires, vos suggestions de thèmes ou des questions auxquelles vous aimeriez qu'on réponde. On est toujours ouvert. Ou si vous avez des commentaires tout simplement sur comment le podcast se passe, vous pouvez aussi aller voir nos ressources à lesexologue.ca. Nous avons des services personnalisés ainsi que des programmes disponibles pour plusieurs situations, ainsi que notre blog avec plein d'articles et d'informations que vous pouvez avoir. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est passer une belle soirée avec son partenaire ou vouloir avoir raison. Quand on commence un conflit, il y a ce sentiment-là très profond, en fait, qu'on a raison. Parfois, on tombe même dans une forme de régression émotionnelle tellement qu'on veut avoir raison et qu'on se sent justifié. Puis quand, justement, on se sent lésé par son partenaire, que ce soit perçu ou réel, eh bien, il y a une très grande force, en fait, qui fait que l'autre puisse le reconnaître, ou si on voit que l'autre, en fait, ne voit pas quelque chose comme nous, on le voit, que ça vient toucher nos valeurs ou comment on veut gérer certaines situations, eh bien, cette sensation-là de vouloir avoir raison, que l'autre s'excuse, que l'autre reconnaisse leur comportement, que nous, peut-être, on ne reconnaisse pas, en fait, nos propres ajustements inadéquats ou malsains, puis qu'on veut justifier, en fait, la manière qu'on a réagi, c'est quelque chose qui émerge chez plusieurs couples, chez plusieurs individus, et puis ça fait en sorte qu'on tombe dans un conflit de soit vouloir avoir raison, soit vouloir passer une bonne soirée avec un partenaire. Évidemment, le choix peut avoir l'air simple, de vouloir passer un bon moment avec son partenaire à la place d'étirer en fait un conflit. Mais quand on est dans cette émotion-là très forte, eh bien, ça vient jouer sur deux fronts. Soit qu'on est une personne qui est rigide, qui veut avoir raison, qui veut se défendre, qui veut considérer que leur comportement était tout à fait justifiable ou que l'autre a à reconnaître quelque chose qui était perçu comme étant lésant à son égard. Et donc, soit qu'on devient très rigide, on veut avoir raison, puis ça vient à être même une question d'identité. On ne veut pas lâcher prise parce qu'on a l'impression que si on lâche prise, ça vient justement parler de faire fi de la réalité, ou du moins de notre réalité. Ça vient parler de nous, en fait. Donc, on s'accroche, en fait, parfois de façon très rigide et inflexible à pouvoir voir les choses différemment ou voir peut-être une perspective différente de notre partenaire ou de le voir, en fait, de leur perspective. Donc, soit ça vient justement susciter notre fragilité, notre incapacité à lâcher prise sur certaines choses, ou ce que ça peut avoir tendance à faire, c'est que ça remet effectivement en question notre intégrité, notre valeur, l'estime personnelle et la confiance qu'on va exprimer à ce moment-là. Donc, si notre partenaire nous a manqué de respect et l'autre ne veut pas le reconnaître, est-ce qu'on lâche prise ou effectivement on ne lâche pas le morceau puis on veut en fait que cette situation-là se règle et ne se répète pas? Est-ce que peut-être j'ai perçu quelque chose qui n'était pas vraiment réel, puis ça parle plus d'une réaction émotive, d'une insécurité, de mes propres expériences, de mes propres blessures antérieures, ou même de cette relation-là, mais qui ne se répète pas à ce moment-là spécifique, mais ça nous donne cette impression-là, puis que là, on n'est pas capable de lâcher le morceau. Puis cette ambivalence-là entre est-ce que je suis en train de maintenir mon intégrité, est-ce que je devrais être en mesure de lâcher prise puis de passer à autre chose, est-ce que je suis juste rigide et insécure par rapport à quelque chose, puis réactif, mais que finalement, c'est pas vraiment ça, puis je suis juste pas capable de le voir autrement. Cette ambivalence-là, elle est difficile, en fait, à vraiment négocier pour soi-même. Donc, il y a un conflit interne, il y a un conflit entre les partenaires, et parfois, c'est difficile de prendre cette distance-là. Est-ce que je suis même, en fait, tellement dans mon état rigide que je suis même dans une forme de régression, en fait, émotionnelle, que je me sens tout à fait justifié, je suis même condescendant, je justifie parfois mes propres comportements malsains en ce moment à l'égard de l'autre. Donc, si je me sens lésé, ben, j'ai le droit de lever le ton. Si je ne me suis pas rendu, je ne me suis pas senti respecté, je peux ne pas être respectueux à l'égard de l'autre. Je peux ramener des vieux conflits. Je peux utiliser des choses contre l'autre, paradoxalement, que je fais moi-même, mais que moi-même, je ne vois pas, en fait, l'ironie en arrière de parler de ça. Et donc, on se retrouve dans un genre de tourbillon, en fait, très difficile de s'en sortir, parce que même neurologiquement, quand on se sent lésé ou on est régressé émotionnellement,
on a beaucoup de la misère à voir autre chose que la chose qui nous dérange à ce moment-là. Donc, soit que l'autre nous reproche quelque chose, ou nous qui veut reprocher en fait quelque chose à notre partenaire. Puis paradoxalement, notre partenaire peut se retrouver dans le même état aussi émotif. Ils sont peut-être eux-mêmes dans la régression émotionnelle, se sentent tout à fait justifiés, ont leur combat interne entre est-ce que je maintiens mon intégrité ou est-ce que je suis juste rigide en ce moment? Est-ce que je suis capable de faire cette différence-là? Est-ce que seulement un des partenaires qui fait cette différence-là, mais l'autre continue à réagir? Est-ce que mon intégrité, en fait, est vraiment en jeu? Que vraiment, si je lâche le morceau par rapport à ça, bien, je vais laisser passer des comportements qui devraient cesser, qui ne devraient pas continuer dans la relation. Puis parfois, peut-être qu'il y a un partenaire qui s'est initialement senti lésé pour des bonnes raisons et qui, après ça, l'exprime de façon malsaine et est autant lésant, blessant à l'égard de l'autre. Comment est-ce que j'accueille, en fait, quelque chose qui est mal exprimé, qui est exprimé avec hargne et frustration et même peut-être un peu de haine et un manque de respect, avec beaucoup d'attitude? Est-ce que je suis capable, moi, de reconnaître, en fait, le tort que j'ai fait initialement avant d'adresser comment l'autre me parle? Et ça, c'est typique dans un conflit. Donc, si la personne m'approche de façon peu productive, collaborative, combative, de quelque chose que moi j'ai fait, à la place d'adresser le fait que mon partenaire ou ma partenaire adresse quelque chose qui les a dérangés et visiblement les a fait réagir émotionnellement, qu'est-ce qu'on va faire typiquement? On va utiliser une tactique de bifurcation ou ce qu'on appelle du mind masking. Et puis, à la place d'adresser le sujet qui m'est adressé en ce moment, je vais adresser la manière que la personne me l'adresse. Mais là, regarde, tu me lèves le ton, c'est pas le fun, pourquoi tu me parles comme ça? Donc, plutôt que d'adresser le hey, c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai que j'ai fait ça, c'est vrai que c'était pas correct, je vais adresser non, toi là, tu es en train d'aborder ce sujet-là de façon malsaine, inadéquate, avec une attitude qui fait que je ne peux pas être ouvert à ce que tu m'apportes. Donc, ça, c'est le choix que je peux apporter ou le choix que je peux faire et de dire, garde, moi, je ne vais pas adresser ce que tu me dis tant et aussi longtemps que tu ne seras pas calme. Je t'ai peut-être lésé, je t'ai peut-être manqué de respect, je t'ai peut-être suscité des émotions négatives, mais ça ne justifie certainement pas que tu m'exprimes de cette façon-là le manque de respect ou le comportement inadéquat que j'ai pu avoir. Et donc, ça démontre une certaine forme d'immaturité. Est-ce que le fait que la personne l'amène d'une certaine façon peut être adressé? Certainement. Est-ce que c'est la priorité à ce moment-là? Peut-être pas. Parce que quand quelqu'un vient avec une charge émotive ou elle a été déplu par un certain comportement, qu'elle ait raison ou pas raison, cette personne-là, le fait de vouloir immédiatement bifurquer la conversation sur leur attitude et leurs émotions, nier en fait ce qu'on a fait ou en fait apporter le sujet sur la manière que les autres abordent le sujet, fait en sorte que la personne va être encore plus activée à ce moment-là. C'est sûr que quelqu'un qui arrive avec sa charge émotive, ça contamine aussi notre propre état émotif. Et donc, on peut nous-mêmes être triggerés, être dans cet état-là, même être régressé émotionnel, comme je le dis depuis tantôt, et donc vouloir répondre à la défensive, vouloir amener des anciens conflits que cette personne-là, ou parler de leur propre paradoxe à ce moment-là. C'est une réaction presque réflexe, mais quand même choisie, où en fait, tout ce qu'on voit, c'est cette réaction-là. C'est le besoin de se justifier, de se défendre ou d'amener en fait l'attention pas sur nous, mais sur l'autre. Une personne qui a une plus grande maturité émotionnelle, qui veut créer en fait une alliance collaborative, plutôt que de vouloir réagir immédiatement à l'attaque ou en fait la reproche, la critique que l'autre nous amène, peu importe comment qu'elle va l'amener, c'est que je vais adresser en fait qu'est-ce qui est en train d'être discuté à ce moment-là. Après qu'on a résolu en fait l'aspect que l'autre personne a perçu ou a vécu, parce que peut-être que la conclusion va être que la personne a mal interprété, a mal vu, ça parle de ses propres affaires à elle ou à lui. Et là, après, on peut discuter de comment en fait le sujet a été abordé. De nommer en fait que quand la personne est peut-être dans cet état émotif-là, ça devient plus difficile aussi d'être réceptif. Qu'avant peut-être d'aborder un sujet qui est important pour elle, peut-être déjà, ou lui, et peut-être déjà en fait de réfléchir à comment est-ce que je veux apporter ça pour que j'aille aussi une réaction plus accueillante de l'autre partenaire. Mais parfois, on n'a pas eu le temps de faire ça ou on choisit de ne pas le faire. Ça ne vient pas justifier à notre tour de faire comme bon, ouais, t'accordes pas, t'as pas pris le temps en fait de m'aborder ce sujet-là de façon
plus adéquate, ben moi non plus, je ne vais pas plus réagir. Et je vais aussi devenir combatif, évitant, nier la situation, minimiser ou trouver que tu dramatises quelque chose ou tout simplement pas vouloir l'admettre ou faire un genre d'excuse en fait à moitié de bon, je m'excuse puis juste vouloir passer à autre chose, mais pas vraiment reconnaître en fait l'état émotif de l'autre personne. Donc une fois en fait que j'ai adressé en fait la situation de l'autre, moi de façon plus calme, je permets justement à l'autre de redescendre, de sentir peut-être qu'il y a une écoute, qu'il y a une considération en réalité par rapport à la situation, que l'autre n'est pas en train de bifurquer ou retourner ça contre moi. Je vais peut-être être plus ouverte par la suite à reconnaître que effectivement la manière que je l'ai apportée, ce n'était pas la façon la plus adéquate. Mais c'est quoi une façon adéquate en fait de réagir à ces situations-là? Eh bien, une des premières choses, c'est ne pas couper la parole de l'autre personne. Une fois que j'ai pris le temps d'écouter ou d'entendre l'autre personne, est-ce que j'ai pris le temps effectivement d'écouter et de considérer en fait l'autre personne? Est-ce que je suis capable, d'avant de répondre, de réfléchir pendant quelques secondes à qu'est-ce que l'autre m'a dit? De vraiment mettre dans la balance, OK, est-ce que l'autre vit cette situation-là de cette façon-là? Est-ce que ça se peut que moi, je ne l'ai pas perçu de cette façon-là, mais je devrais peut-être la voir de cette façon-là? Ou au contraire, je veux apporter des nuances. Parler doucement, calmement, lentement, ce sont des choses qui vont apaiser un conflit. Évidemment, il ne faut pas avoir une voix trop condescendante quand on le fait. Ça peut énerver en fait des partenaires qui sont dans un état émotif réactif. Si moi je parle vite, je suis en colère, puis toi tu es ultra calme et posé et dans une forme de lenteur et d'apaisement, ça se peut que ça vienne m'énerver que tu ne mimiques pas en fait mon énergie. Surtout si c'est ce que tu as tendance à faire habituellement. Je vais peut-être voir en fait ton calme et le fait que tu es groundé comme une forme d'indifférence, même si tu es en train même de reconnaître la situation. Parce que des fois, les gens, quand ils abordent une critique ou une reproche à l'autre personne, ils s'attendent en fait à un conflit. Ils s'attendent à une chicane. Ils s'attendent à une réactivité de l'autre personne. Et ça peut être surprenant de ne pas avoir eu en fait cette réaction-là auquel on est habitué d'avoir. Et parfois, la personne, même si elle est accueillie, on s'excuse même envers elle. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle est capable même de recevoir les excuses parce que ce n'est pas nécessairement à quoi qu'elle s'attendait. Par contre, encore une fois, ça ne devient pas la raison pour laquelle on doit réactiver son propre combat. C'est de tenter à plusieurs reprises, en fait, plutôt que de contaminer la situation avec des émotions plus désagréables comme la colère, la tristesse, la dépression, la rage, c'est qu'on veut la contaminer avec des émotions plus calmes, plus doux, plus accueillants, même si peut-être, à premier abord, ce n'est pas la réaction qu'on va avoir. Inversement, la personne qui s'est sentie lésée, qui a l'impression d'avoir raison, puis qui s'en vient avec sa reproche, que vous ayez raison ou que vous ayez tort, si vous voulez effectivement avoir une plus grande probabilité de recevoir un accueil, c'est d'utiliser les mêmes tactiques, de parler plus lentement, de peser ses mots, de ne pas aborder plein de sujets différents en même temps, d'aborder seulement un sujet, de rester en fait sur le sujet si l'autre tente de bifurquer ou aller vers autre chose, tout le temps en le faisant de façon calme et nommer en fait, regarde, je suis prêt à aborder ce sujet-là, mais avant qu'on puisse aborder ça, est-ce qu'on peut le ramener ici à toi ou à qu'est-ce que moi j'ai perçu? Des fois, la personne va dire, ouais, mais toi aussi tu fais ça. Ça se peut que je fasse ça, mais là, je veux parler du fait que toi, tu le fais à ce moment-là, mais je suis tout à fait ouverte à ce que on aborde ce sujet-là éventuellement, mais est-ce qu'on peut parler du fait que là, toi, tu le fais, puis que ça m'a fait sentir d'une telle façon? Et il faut aussi partir de cette prémisse-là, quand j'apporte une reproche, une critique ou un comportement où je me suis senti lésé, il faut que je parte aussi de la prémisse que bien, ça se peut que j'ai mal perçu la situation. Ça se peut que ça parle de moi. Que je suis ici dans une forme de discussion, pas ici pour imposer en fait ma perception des choses. Oui, nos émotions, elles sont importantes, elles sont réelles, mais elles ne sont pas nécessairement la réalité. Et donc, il faut faire attention que parce qu'on s'est senti blessé ou lésé, ça ne veut pas nécessairement dire que l'action qui a été posée avait nécessairement cette intention-là. Il faut faire attention aussi, par contre, parce que c'est facile pour la personne qui a eu un comportement lésant de dire « Ouais, mais tu as mal interprété mon intention ». Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir à « Mais quelle aurait été une intention d'un tel comportement? Est-ce qu'il y a vraiment différentes façons d'interpréter la situation?
où on peut difficilement le voir autrement. Parfois, on va dire des choses comme ma parole a dépassé ma pensée. En réalité, si tu as dit quelque chose, c'est parce que tu le ressentais peut-être à ce moment-là. Tu n'as peut-être pas été en mesure de t'arrêter de dire ou de faire certaines choses, mais à ce moment-là, c'était probablement ton intention, effectivement, de léser l'autre à ce moment-là. Il faut prendre le temps de le reconnaître. Mais parfois, on se dit, vaut mieux en fait nier l'existence de nos mauvaises intentions et d'avoir raison que de passer une belle soirée avec l'autre partenaire. Parce qu'on a l'impression que si j'avoue que j'ai des comportements malsains, la personne va pouvoir réutiliser ça contre moi plus tard. Plutôt que de voir que de reconnaître ces comportements-là va apaiser en fait la situation et nous permet éventuellement de même arrêter ces comportements-là. Mais plus qu'on les perpétue, plus qu'on les justifie, plus qu'on les nie aussi, plus qu'on nie qu'on peut avoir ces intentions-là parfois malsaines et inadéquates envers l'autre personne, bien, ça fait en sorte qu'on peut continuer à justifier à les faire. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous êtes une personne qui tient mordicus à avoir raison? Que vous avez toujours le dernier mot dans la discussion? Que faire des concessions sans compromis, de faire des concessions, de comprendre le point de vue de l'autre, de prendre un recul, d'avoir une flexibilité cognitive, ou au contraire, vous êtes plutôt rigide, vous êtes fragile, vous voulez vous défendre, vous voulez nier, vous trouvez toujours que l'autre dramatise. Au contraire, vous avez l'impression que l'autre est tout le temps en train de minimiser ou de faire en sorte que ce que vous apportez dramatise. Est-ce que vraiment vous avez cette capacité-là de ne pas dramatiser, de mettre en perspective les choses, ou une fois que vous avez une émotion, bien, vous vous accrochez à cette émotion-là et vous vous sentez tout à fait justifié en fait de rentrer en fait dans l'autre à ce moment-là en retour. Quand vous avez quelque chose qui vous dérange, est-ce que vous êtes capable de l'amener de façon réfléchie, posée et flexible? Êtes-vous capable d'aller chercher la collaboration de l'autre personne? Est-ce que peut-être malgré votre approche collaborative, vous frappez toujours le mur de quelqu'un qui est combatif? Est-ce que quand vous frappez le mur de combat, vous devenez aussi combattant ou combattante? Ou au contraire, vous êtes capable de rester dans la collaboration pour ne pas empirer encore plus la situation? Que vous donnez une chance à la collaboration, de maintenir votre posture de collaboration, malgré que ce n'est pas ce que vous avez peut-être à ce moment-là. Donc, prenez le temps vraiment de réfléchir à est-ce que vous agissez de façon productive, collaborative, combative et rigide? Êtes-vous fragile ou dans le maintien de votre intégrité personnelle? Merci de nous avoir écoutés une fois de plus au podcast Raviver le désir. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute. N'hésitez pas à nous écrire à info@lesexologue.ca ainsi que d'aller voir nos ressources sur notre site web lesexologue.ca.